bienvenue donc à cette conférence organisée par l'école 3A. Je vais commencer en vous expliquant rapidement ce que c'est l'école 3A et ensuite nous rentrons dans le vif du sujet de la conférence. Donc l'école 3A, c'est une école de commerce et développement qui forme de futurs managers et coordinateurs responsables. Donc, c'est-à-dire conscients des enjeux internationaux, sociaux et environnementaux. Et nos domaines d'expertise sont l'humanitaire, l'économie sociale et solidaire, la responsabilité sociale des entreprises, la finance responsable et le développement alternatif à l'international. Donc, nous organisons cette conférence aujourd'hui dans le cadre de notre cycle de vision d'experts 3A Live. Donc, ce sont des conférences que l'on organise tous les 15 jours afin de favoriser des échanges et vraiment pour encourager les questionnements sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain en lien avec la solidarité. Aujourd'hui, donc, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous Thierry Alafort du Verger, qui est le directeur général de Médecins sans frontières France. Et nous allons aborder comme thématique l'engagement dans l'humanitaire. Avant, nous allons avoir cette prochaine heure pour partager ce moment ensemble. Alors, je vais juste demander à tout le monde de couper les micros, s'il vous plaît, sinon ça fait des échos. Merci beaucoup. Donc, pour cette prochaine heure que nous aurons ensemble, nous allons avoir à peu près 35 minutes de questions-réponses avec Thierry. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange tous ensemble à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions tout du long dans le chat. Et à la fin, s'il y en a qui souhaitent prendre la parole, pas de problème, nous vous donnerons la parole avec plaisir. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper les caméras et on pourra les remettre au moment des échanges à la fin. Merci beaucoup. Donc, avant de démarrer, je me présente. Donc, je suis Kim Papos, je suis la directrice du campus de Toulouse de l'école 3A. Je suis également une ancienne étudiante de l'école 3A de la promotion 2011. Et ensuite, j'ai fait tout mon parcours professionnel jusqu'il y a un peu plus d'un an et demi dans le secteur de l'humanitaire et notamment avec Médecins sans frontières France. Je connais bien le sujet et j'ai la chance aussi de bien connaître Thierry. Allez, nous allons démarrer. Donc Thierry, pour démarrer, je te laisse te présenter, nous expliquer un peu ton parcours. Et après, nous partirons sur les différentes questions. Bien, bonjour à tous, hein, bonsoir. Donc, comme le disait Kim, donc je suis Thierry Alafort du Verger, directeur général d'MSF à Paris, de Médecins sans frontières. Et ça va presque répondre à une question déjà qu'on va se poser, est-ce qu'on peut faire un parcours? J'ai commencé, moi, dans l'action humanitaire en 1989. Je pense qu'il y a un certain nombre n'étaient pas nés. Je vois déjà le sourire de Sephora là-dessus. Je suis entré à Médecins sans frontières en 1991. Donc, ça fait un parcours de 30 ans. Pas toujours fidèle, j'y reviendrai après. J'ai fait d'autres choses. Et oui, j'ai commencé dans l'action humanitaire comme logisticien, administrateur, et puis petit à petit, je coordonnerai les projets. Et j'arriverai au siège dans les années 2000 où je serai responsable des opérations d'urgence pendant plusieurs années, avant de quitter pour monter une nouvelle organisation qui s'appelle Alima et qu'on a basée, qui est un peu du même type qu'MSF, toute proportion gardée, qu'on a basée à Dakar. Et je suis revenu il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, comme directeur général à Médecins sans frontières, donc à Paris. Donc ça, c'est pour ce qui est un peu de mon parcours. Pour ce qui est de qui est Médecins sans frontières. Alors, Médecins sans frontières, Médecins sans frontières va fêter ses 50 ans, donc c'est un point déjà intéressant. C'est né en 1971 de quelques médecins français à l'origine. Et en ces 50 ans, aujourd'hui, c'est quoi Médecins sans frontières? C'est une association que beaucoup de gens connaissent, hein, qui travaille à peu près dans 75 pays aujourd'hui, qui a 45 000 collaborateurs, hein,
90% de ces collaborateurs sont des équipes nationales, les autres étant du personnel international. C'est une organisation humanitaire médicale, donc qui fait plutôt de l'action médicale, mais pas que, aussi des secours autour de la santé. Hein. L'abri, l'eau, la nutrition sont des secours importants. On travaille sur des catastrophes naturelles, sur des épidémies. Très clairement, l'épidémie de Covid en ce moment, la pandémie de Covid est un fort moment pour nous et assez difficile, j'y reviendrai après. Et on travaille sur tous les lieux de conflit aussi. Donc voilà, c'est un budget global de Médecins sans frontières d'un peu plus d'1,5 milliard d'euros par an. Donc, quand je vous disais, c'est 3-4 médecins à l'origine français après 50 ans, voilà ce que c'est devenu. Donc, une machine assez complexe maintenant, une forme d'institution avec des bureaux répartis dans le monde entier. Quand je parlais de ces 45 000 collaborateurs, ils viennent de plus de 100 nationalités différentes. Et on a des bureaux un peu de partout dans le monde, des bureaux qui servent à faire de la collecte de fonds, qui servent à faire, à recruter des équipes, aussi bien à New York qu'à Tokyo, qu'à Sydney, en passant par l'Autriche, Dubaï, l'Afrique du Sud ou le Kenya. Donc voilà. En gros, voilà qui est Médecins sans frontières. Alors nos actions en ce moment, ben, si j'en prends une ou deux un peu marquantes ces temps-ci, je pense que comme pour vous tous, ce qui est marquant en ce moment pour nous, c'est le Covid ou la Covid, je préfère dire le Covid, moi je ne sais pas pourquoi on l'a transformé en la Covid et féminisé. Covid c'est quelque chose, alors je disais qu'on est devenu une grosse organisation, 1,5 milliard, des gens dans le monde entier, mais ça reste aussi quelque chose d'assez, pour faire une comparaison, 1,5 milliard par an, c'est le budget de l'hôpital universitaire de Genève, donc ça reste aussi quand même quelque chose de modeste. Et on voit bien dans ce qu'on aura réussi à faire dans cette pandémie de Covid, hein, qui aura vu des millions et des millions de cas et de décès, nous on aura réussi. Thierry, ton micro a été coupé, Thierry, nous ne t'entendons plus. Est-ce que vous m'entendez là de nouveau? Ça y est, c'est bon. Merci. Et j'ai été coupé quand? Juste pour que tu me mettes, Kim. Tu veux parler du Covid ou... Oui, bien sûr. Juste quand tu parlais de l'hôpital de Genève. D'accord. Donc voilà, donc je faisais juste une comparaison avec l'hôpital de Genève pour dire qu'on est une grosse organisation, mais en même temps, toute proportion gardée, il faut être raisonnable. Donc voilà, et sur le Covid, c'est quelque chose de particulièrement difficile. Vous pouvez imaginer dans les pays dans lesquels on travaille, où les niveaux de soins sont souvent assez faibles, de monter en puissance des soins intensifs, et quand on sait ce que sont des soins intensifs, c'est particulièrement difficile. Aujourd'hui, on essaye de participer aussi à la vaccination comme on peut. Donc juste pour vous dire deux mots sur le Covid, un autre fait marquant, et malheureusement ça va être l'anniversaire, la célébration dans quelques jours, c'est nos actions en Afghanistan en ce moment, particulièrement difficile. Vous suivez l'actualité, j'imagine, et en ce moment on a beaucoup d'inquiétudes sur la sécurité. Il y a à nouveau un petit souci de micro. Ouais. Alors j'y suis pour rien, il se coupe tout seul. Je ne sais quoi faire, je vais le surveiller. Je vous parlais rapidement, et puis je vais m'arrêter là. Après, on prendra une autre question et je vais vérifier pourquoi ce micro ne veut pas fonctionner, même si je suis un mauvais technicien informatique, hein, très honnêtement. Et donc voilà, donc je parlais en deux mots de l'Afghanistan parce qu'on va malheureusement célébrer l'anniversaire de la mort des 24 personnes qui ont été tuées par des terroristes à l'intérieur de la maternité dans laquelle on travaillait il y a encore un an, où des femmes enceintes ont été assassinées lâchement par des hommes en armes. Je vais m'arrêter là, on pourra y revenir après, je pourrais vous raconter plusieurs opérations, mais je vais laisser Kim peut-être commencer à lancer les questions. Puis
Effectivement, dans les questions que l'on reprendra à la fin, n'hésitez pas si vous, voilà, on reviendra sur certaines questions. Il y a beaucoup de participants, donc on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées en amont. Mais voilà, c'est l'occasion justement après, n'hésitez pas à nous poser les questions que vous souhaitez. Donc, on parle d'humanitaire, mais c'est vrai que derrière, il y a beaucoup aussi d'imagination derrière le mot humanitaire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Thierry, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'humanitaire aujourd'hui? Quels sont les métiers que l'on retrouve dans l'humanitaire, alors que ce soit au siège ou sur le terrain, et quel est le statut quand on fait de l'humanitaire? Est-ce que nous sommes tous bénévoles, volontaires, ou est-ce que ce sont des salariés? Il y a vraiment une vraie professionnalisation du secteur. Je te laisse la parole. Je te remercie, Kim. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, qu'est-ce que c'est que faire de l'humanitaire? Alors, c'est une question assez complexe. Je vais y répondre avec un angle qui est qu'est-ce que c'est que de travailler à Médecins sans frontières, parce que l'humanitaire, c'est assez vaste et on trouverait dans les ONG plein d'organisations assez différentes avec des angles politiques différents, des angles aussi d'action différents. Mais qu'est-ce que c'est de faire de l'action humanitaire chez Médecins sans frontières? C'est s'engager à un moment donné. Alors ça peut être pour du court, ça peut être dans un parcours dans sa carrière où on a envie de faire cela. C'est en début de carrière, en sortant de ses études, même si souvent, et j'y reviendrai, il faut de l'expérience professionnelle pour rentrer chez nous. C'est des personnes qui vont s'engager en permanence, qui vont faire une carrière à l'international, mais aussi une carrière en national dans les pays dans lesquels on intervient. Je disais que 90% de nos équipes sont des collègues nationaux, et donc un chauffeur, une lavandière, une cuisinière, un médecin va pouvoir faire un long parcours dans son pays. Des gens dans nos sièges à Paris, mais je parlais des sièges à New York, à Tokyo, seront aussi des gens permanents. Et là, on a tout type de professions. Après, le plus spécifique, on parle des équipes internationales qui vont souvent aller faire des missions. Ça reste un vocabulaire qui peut être discutable, mais c'est encore ce qu'on emploie. C'est des gens qui vont pouvoir le faire sur des périodes courtes comme longues, qui vont pouvoir le faire. Il y a des chirurgiens qui vont partir pendant 3 semaines, 1 mois, alors qu'ils sont en poste en France, en Chine ou au Japon, et qui vont se détacher pour pouvoir aller faire une mission. Après, c'est des gens qui vont partir 2, 3 ans sur un même poste, sur un terrain, et qui vont enchaîner, et qui vont faire une forme de carrière chez nous. Alors après, dans ta question sur est-ce qu'on est bénévole, volontaire, salarié, la plupart des gens chez nous, et donc on va dire que toutes les équipes nationales dans les sièges ou sur nos terrains sont des gens salariés, très rarement des bénévoles. Il y a un peu de bénévoles, mais très très peu. Et la plupart des équipes internationales sont salariées. Alors on a encore ce statut de volontaire pendant 6 mois chez nous qu'on est en train de discuter d'enlever. Donc en fait, la plupart des gens chez nous sont salariés en fait. D'accord, je te remercie. Et dans une autre question, c'est qu'est-ce que... Alors là, on va parler de Médecins sans frontières, hein, mais bon, tu as une expérience aussi dans d'autres ONG. Quelles sont les compétences qui vont être recherchées si on souhaite travailler au sein d'une ONG? Est-ce qu'il y a un parcours type à avoir? Est-ce qu'il y a des formations particulières? C'est vrai que c'est des questions que l'on se pose souvent. Je vais répondre les 3 A. Merci. Alors, oui, comme tu dis, j'ai d'autres expériences avec 4 ONG, et plus particulièrement avec celle dont je vous parlais à Lima, mais qui est un peu du même type que Médecins sans frontières. Mais je peux élargir un peu le sujet pour bien connaître le milieu humanitaire.
On a des professions très spécifiques, très techniques, cliniques chez nous, qui sont les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les psychologues, les psychiatres. Très largement, tout le corps médical et paramédical sont une profession importante chez nous, bien évidemment. Après, on a, comme je parlais tout à l'heure, on est devenu une organisation conséquente, avec des gestions complexes, et on a toute des équipes qui suivent les problématiques financières, administratives, de ressources humaines, les problématiques de logistique, pour des métiers un peu spécifiques. Je parlais tout à l'heure de tout ce qu'on appellera la WASH aujourd'hui, qui est l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la construction. On a des architectes, on a beaucoup d'hôpitaux à soit réhabiliter, soit carrément à faire sortir du sol, donc les architectes, les chefs de chantier. Donc en fait, on a une gamme assez large, même dans notre côté très spécifique médical chez nous. On a une gamme de professions très large. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et être pour être à Médecins sans frontières? Souvent, il faut maîtriser une profession. Alors, comme je disais, ça va, la gamme que je disais, souvent avoir une expérience, on a des critères un peu pour que les gens rentrent chez nous, parce que quand on veut aller mener une action, c'est pas uniquement de la bonne volonté. Il faut les gens qu'on va aider, il faut les aider de manière le plus professionnelle possible, le plus solidement possible. Donc, il n'empêche qu'on aura des gens, on a à peu près 20 à 30%, on essaie d'arriver à 30%, mais on a toujours du mal de personnes qu'on appelle des premières missions, donc ça veut dire des premières fois au départ chez nous, parce qu'on a besoin de renouveler, parce que je disais, il y a des gens qui vont faire des carrières, mais il y a aussi beaucoup de gens, il y a plus de 50% des gens qui font une première mission, et pas parce qu'ils sont déçus, mais souvent, il y en a parce qu'ils sont déçus. Hein. Je ne vais pas cacher qu'il y a des gens qui sont déçus de leurs expériences, mais aussi parce que ça fait juste... voilà, c'est une partie de leur parcours, et donc ils sont intéressés de faire cette expérience, mais pas forcément de la prolonger. Donc on a besoin de renouveler assez régulièrement nos équipes. Donc voilà, des gens qui sont formés, alors dans des écoles, tu parlais de 3A, oui, en administratif, en logistique, en ressources humaines. Vous imaginez ce que veut dire, par exemple, quand on est le responsable des ressources humaines en République centrafricaine, avec aujourd'hui pour nous, c'est plus de 1000 personnes qui travaillent pour nous en République centrafricaine. C'est à peu près la même chose en République démocratique du Congo. Donc vous imaginez que c'est une gestion aussi d'entreprise dans tous ces aspects. Donc voilà un peu ce que je peux te dire pour ce qu'il faut faire et être. Et après, il faut avoir une forme d'adaptabilité à des conditions parfois difficiles au niveau sécurité. On travaille beaucoup dans des zones de guerre. Je citais la République centrafricaine, dont je reviens il y a 15 jours, voilà, où il y a beaucoup de problèmes d'insécurité, aussi de confort par moment, de difficultés aussi de vie en commun. Donc il y a plein de savoir-être aussi pour pouvoir mener nos missions à bien. Et justement, pour faire le lien rapidement avec ce que tu viens de dire, est-ce que MSF, avant un départ en mission, comme on dit, donc un départ sur le terrain, il y a une préparation qui est faite également au niveau du siège? Tu pourrais répondre à ma place, Kim. Oui, mais je pose des questions. Oui, tout à fait. On essaie alors, il y a plusieurs types de formations. Il y a de l'induction. Il y a de l'induction pour que les gens connaissent Médecins sans frontières, connaissent un peu nos pratiques, notre philosophie, pardon, nos principes d'action, pour essayer de leur faire toucher du doigt ce que c'est que ce qu'on appellerait, je reviens sur les terminologies, mais un terrain, comme on appelle, qu'est-ce que veut dire une mission, comment ils vont
comment ils vont être surpris ou pas de situations. C'est toujours un peu difficile de le raconter avant de l'avoir vécu. Le plus important pour moi, de toute manière, c'est d'aller le vivre directement sur le terrain. Mais en tous les cas, on reçoit un retour assez, oui, assez fort la plupart du temps des gens qui vont recevoir ces inductions. Ils disent très souvent que ça les aide beaucoup. Et après, il y a des inductions plus techniques, parce qu'évidemment, on peut avoir fait des commerces, mais nous, on va avoir nos spécificités sur la gestion administrative, sur la gestion financière et autres. Donc, l'adaptation à la boîte, en quelque sorte, qui sera aussi faite au niveau administratif, au niveau logistique, ou typiquement aussi des spécificités médicales dans des... notre médecine n'est pas forcément... Les collègues vont avoir connu, par exemple, en Europe, hein, même si beaucoup de nos collègues on pense toujours que les internationaux sont occidentaux, mais là, aujourd'hui, plus de 60% des internationaux qui travaillent avec nous viennent des pays du Sud. Mais voilà, je reviens sur ce que je disais sur la médecine. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'imaginer quelle médecine on va pouvoir trouver dans un pays comme le Niger ou la République démocratique du Congo. Donc voilà, donc il y a une partie induction vraiment générale pour mieux connaître MSF, ses principes, sa philosophie, ses angles d'action, et puis aussi les terrains, essayer de les faire toucher du doigt, comme je disais, et puis une induction un peu plus technique dans les différentes professions. Très bien, et donc tu en as parlé rapidement au début, et c'est une question qui nous est pas mal remontée dans ce qu'on a pu, les retours qu'on a pu avoir. C'est est-ce qu'on peut faire carrière dans l'humanitaire, et comment se reconvertir après avoir fait l'humanitaire, ou inversement, comment se reconvertir dans l'humanitaire après avoir fait une carrière, on va dire, plus classique en France ou dans un autre pays, mais qui n'était pas du tout en lien avec l'humanitaire. Écoute, je serai dans quelques années à la retraite, donc on peut dire, est-ce qu'on peut faire carrière? Comme je disais tout à l'heure, j'ai vu le sourire d'une des étudiantes, je pense, quand j'ai dit 1989, je pense qu'elle n'était pas née. Donc oui, je suis typiquement un exemple de quelqu'un qui peut faire carrière, parce que j'avais pas un parcours professionnel long avant d'être entré dans l'action humanitaire. J'avais déjà travaillé dans ma vie, mais j'avais pas un parcours professionnel long, et je suis loin d'être un cas spécifique. Il y a plein de gens qui vont faire leur parcours professionnel, leur engagement sur la longueur. Et c'est vrai qu'en plus, est-ce qu'on peut faire carrière? Si on pense à carrière, une forme d'évolution aussi, j'ai commencé comme logisticien de terrain, et je suis aujourd'hui directeur général à Médecins sans frontières. Donc oui, il y a aussi un parcours de carrière progressif qui est tout à fait imaginable. Alors après, faut pas se leurrer, il y a énormément de demandes et peu de places. Donc c'est vrai que c'est pas toujours, et quand les gens se demandent pourquoi on demande plusieurs années d'expérience professionnelle avant de pouvoir rentrer, c'est aussi parce qu'on tient à avoir les gens les mieux formés, mais aussi parce que justement ça nous permet de faire un peu un tri, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, et tant mieux, hein, qui veulent faire de l'action humanitaire, et il y a plus de demandes que d'offres. Après, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas du tout faire carrière, comme je le disais tout à l'heure, mais dans leur parcours professionnel, tout au début, pour un certain nombre. Alors tout au début, je disais avec une petite expérience professionnelle, mais avec l'idée après de rentrer plutôt dans des filières plus classiques, entreprises ou autres, vont vouloir connaître cette expérience. Donc beaucoup de gens, et je disais à peu près, tu vois, 50% des personnes qui vont faire une mission n'en feront pas, pour différentes raisons, mais n'en feront pas une seconde. Après, on a des gens qui vont le faire tout au long de leur vie, mais ponctuellement. C'est plus souvent chez les médicaux, mais pas que. On a des gens qui travaillent dans le business, et puis qui se débrouillent avec leur employeur, avec leur
pour prendre un temps et aller refaire une mission comme responsable administratif ou responsable des ressources humaines ou responsable logistique sur nos missions. Et ça, tout au long de leur carrière. Il y a des gens qui sont même... Aujourd'hui, on a des gens qui nous ont accompagnés toute leur carrière, qui sont à la retraite et qui continuent à partir. Il y en a même des gens qui, après leur retraite, repartent plus longuement parce que justement, ils ont plus le temps pour le faire. Il y a des gens qui viennent vraiment à leur retraite aussi. Donc voilà, donc on a vraiment une gamme très diverse. Si on reste plus pour les plus jeunes, on a quand même beaucoup de gens qui ont une envie de le faire sur la longueur. Alors après, il est vrai, il ne faut pas raconter d'histoire. Il est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours valorisé encore le parcours humanitaire dans le retour, on va dire, à la vie civile ou plus normale. Je crois pas à ça, mais bon, c'est pas pour employer les mots un peu que l'on entend. C'est pas toujours valorisé sur le marché du travail aujourd'hui. Ça commence à l'être de plus en plus. C'est reconnu. En plus, les gens qui viennent du privé et qui rentrent à Médecins sans frontières souvent disent mais vous êtes quand même organisé comme une entreprise avec beaucoup de règles, beaucoup de process et oui évidemment c'est ce que je disais hein, dans des pays aussi divers et variés de langues, de culture et autres, d'arriver à mettre en place des opérations qui fonctionnent avec des engagements financiers conséquents. On a des pays où on investit plus de 20-30 millions d'euros par an, où on a des équipes de plus de 1000 personnes, où on a des situations complexes de production de secours, de soins à apporter. Donc petit à petit, nos compétences professionnelles sont reconnues, mais ça prend encore un peu de temps pour se reconvertir ou quitter. Voilà. Donc ceux qui font des missions courtes, là, ils ont leur parcours professionnel autre à côté. Ceux qui partent longtemps, ça dépend le type de profession qu'ils ont. C'est pas toujours encore évident de valoriser la profession humanitaire. Et il y a un petit écart. Je vais rebondir juste parce que là, on a deux exemples de carrières différentes. Alors, il y a un écho, il doit y avoir un micro ouvert, si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Thierry, qui fait sa longue carrière au sein de Médecins sans frontières, moi qui ai travaillé pendant 6 ans avec MSF, au siège et sur le terrain, et qui ensuite, à un moment de ma vie, ai fait le choix de revenir en France et, comme on dit, revenir à une vie plus normale, entre guillemets. Et voilà, donc cette reconversion est également effectivement pas toujours évidente, mais tout à fait possible. Et là, je rebondis également par rapport à l'importance, je fais le lien avec 3A, de formation comme 3A aussi, qui permettent justement d'avoir ces doubles compétences, des compétences managériales dans le milieu de la solidarité de façon générale, avec des outils, des techniques qui peuvent être appliquées autant à l'international qu'au niveau national et qui sont valorisées et importantes aussi quand vous, si après avoir fait l'humanitaire, vous souhaitez revenir dans une vie plus classique. Et à l'inverse, aussi, il est vrai qu'à 3A, nous proposons aussi des formations pour des personnes qui souhaitent se reconvertir, mais pour travailler dans l'humanitaire et qui sont déjà en activité professionnelle. Là, dans ce cas-là, pour vous permettre d'avoir les outils pour travailler dans l'humanitaire, donc sur le terrain ou au niveau du siège. Donc voilà, donc il y a ces doubles compétences qui sont assez intéressantes. Et voilà. On continue sur les questions pour rester dans les temps. Donc justement, tu parlais un peu de la réalité du terrain, des métiers de l'humanitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça implique de faire de l'humanitaire, alors peut-être un petit peu plus spécifiquement quand on est sur le terrain, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel? D'un point de vue... je vais commencer par le point de vue professionnel. Et comme je disais, c'est difficile à répondre parce que tu vois bien qu'il y a une gamme de gens. Il y a ceux qui vont rester, ceux qui quittent longtemps leur profession dans leur domaine
et qui vont faire longtemps de l'humanitaire, il y a un petit risque professionnel qui est la remise à jour. Tu vois, quand tu restes uniquement, donc il y a une importance de suivi. Et tu vois, nous, on encourage souvent des gens, par exemple, je reprends les médecins, à retourner aussi dans leurs hôpitaux à eux, qui viennent de France, ou je disais de New York. C'est vrai que d'entendre les dernières techniques, d'entendre les dernières nouveautés, c'est important. Donc il y a une partie professionnelle, et ça, je parlais de médecins, mais on pourrait parler de n'importe quelle profession, hein. Il y a une profession que je n'ai pas citée, mais qui est évidente aujourd'hui pour tous les acteurs de l'aide, qui est le monde de l'informatique, hein, évidemment, et sur nos terrains comme sur les sièges aujourd'hui, hein, je ne l'ai pas cité, mais donc c'est vrai, sur le côté professionnel, il y a souvent besoin de prêter attention, de ne pas perdre un certain nombre d'être à niveau, et donc nous, on a beaucoup de programmes de formation. On essaye vraiment d'accompagner nos équipes dans tout ce qui est le fameux learning et development, tout ce qui va être la formation et l'accompagnement tout au long de leur carrière, s'il y a carrière, ou tout au long de leur mission, en tous les cas avec nous. Donc ça, il y a une partie professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire aussi professionnellement? Ça veut dire d'avoir été oublié par rapport à un milieu professionnel que tu connaissais, de voir peut-être perdu tes contacts. Donc, comment tu reprends tout cela? Et là, tu l'as bien expliqué, Kim, ça veut dire comment on peut après se reconvertir, revenir dans un giron plus connu auparavant, mais qui nous a peut-être un peu oubliés. Donc ça, c'est le côté professionnel. Dans le côté personnel, tout dépend. Nous, on va avoir des gens qui vont partir ponctuellement, plusieurs mois, en laissant la famille derrière. Donc, il y a le côté familial. Il y a des gens qui vont aussi partir pour plus longtemps sur des responsabilités, souvent dans les capitales, dans les pays dans lesquels on travaille. Et là, ils pourront aussi partir en famille. On avait eu à un moment donné aussi, pour garder nos seniors, mis en avant la facilité pour les familles de venir. Alors, vous imaginez bien que pas dans tous nos pays, évidemment, et pour des raisons de sécurité, il y a beaucoup de pays où on n'accorde pas aux familles de venir avec les enfants. Après, il y a pour des raisons personnelles, il y a l'adaptation. Il y a un moment donné, il y a une forme de vie en commun souvent sur les missions, donc il faut encore avoir envie des colonies de vacances. Alors, donc ça va souvent un temps. Mais après, alors c'est vrai que justement, on avait aménagé aussi pour nos équipes un peu seniors, et surtout ceux qui sont en famille, des capacités de vie un peu plus individuelles, mais il y a un côté... et puis personnellement, ça peut être aussi tout ce qui va être marquant de ce qu'on peut vivre. Surtout chez nous, hein, on travaille autour de la santé et de la guerre, donc vous pouvez imaginer que c'est des choses qui sont très souvent marquantes, auxquelles on a pu imaginer qu'on allait être confronté, mais que c'est toujours très difficile. J'ai un souvenir d'une fille, une laborantine, il y a quelques années, qui rentrait de Somalie et qui m'a dit: écoute Thierry, j'arrête l'humanitaire parce que je veux garder un minimum de ma naïveté. Et je pense qu'elle en avait trop vu pour de la violence des hommes, je pense. Et donc voilà, donc il y a évidemment tout ce côté, et là on essaye, entre autres, d'accompagner les gens qui pourraient avoir été, parce que loin de tout le monde va être choqué, mais il y a des gens où ça peut aller assez loin. Donc là, on a aussi des accompagnements psychologiques si nécessaire. Tout à fait. Hein. C'est une expérience de vie très enrichissante, mais ça implique aussi derrière déjà un réel engagement, et où ce n'est pas toujours tout beau, tout rose, et il faut également avoir conscience de ça quand on fait de l'humanitaire. Et bien justement, Thierry, C'est ton tour d'être mute, Kim. C'était mon tour. Alors, où est-ce que ça s'est coupé? Tout au début de ce que tu as dit, oui Thierry, et puis hop, on n'a plus entendu. D'accord.
Alors oui, donc je disais, donc, quel conseil est-ce que tu donnerais à des étudiants qui souhaitent faire leurs études pour se professionnaliser dans ce secteur et pour ensuite travailler dans l'humanitaire? Quel conseil est-ce que tu aurais à donner? Mon micro est ouvert. Donc un conseil à donner. Bon, d'abord pour les études, alors là, on voit bien que c'est plus spécifiquement autour des 3A, c'est plutôt tout ce que je disais, c'est un peu les postes de gestionnaire dont on peut avoir besoin, de manager dont on a besoin, dont je fais partie aujourd'hui. Donc ça va du logisticien, de l'administrateur de première mission sur un terrain au fin fond du Nord Kivu en République démocratique du Congo, à après des gens qui seront dans une capitale à Niamey, à Kinshasa ou à Bagdad, qui auront à s'occuper de la gestion financière de 10, 12, 15, 20 millions d'euros. Et comme je disais, de 100, 200 jusqu'à 1000, 1200 personnes. Donc, le conseil, c'est voilà, on recrute beaucoup dans les écoles type 3, aussi beaucoup les écoles de commerce aujourd'hui qui font qu'on a beaucoup de gens qui viennent. On a aussi des gens qui viennent de Sciences Po. Donc voilà, donc pour déjà finir leurs études, avoir une expérience professionnelle, c'est vrai que nous, on demande de l'expérience professionnelle et je pense que c'est bien de l'acquérir un peu d'expérience pour, comme je le disais au départ, on est là pour vraiment rendre un service et puis on essaye d'être le plus professionnel possible. Donc on s'attache à avoir des gens. Alors, on essaye de mixer nos équipes, d'avoir des gens plus ou moins expérimentés. Alors, expérimentés dans le monde professionnel et expérimentés chez Médecins Sans Frontières avec leur spécificité. On essaye de coacher les gens, de faire du mentoring. Donc voilà. Après, ce que je donnerais comme autre conseil, bon, c'est il faut que ça soit d'abord une vraie envie, une envie forte. Faut pas que ça soit une fuite, je pense, même si voilà, ça peut être à un moment donné difficile dans sa vie, on se dit qu'on veut le faire. À un moment donné, c'est pas non plus impossible, mais faut être assez voilà, faut être assez costaud parce que ça peut être c'est des expériences de vie, comme disait Kim, plus que très riches. Enfin, je serais mal placé pour dire le contraire. Ça a construit beaucoup de gens qui m'entourent aujourd'hui et c'est très très riche. Ça peut être dur aussi, donc faut se sentir, voilà, faut se sentir bien dans sa peau. Faut avoir envie d'aller connaître l'autre. C'est toujours découvrir des nouvelles cultures. C'est toujours, moi, ça me passionne, mais bon, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, faut vraiment avoir ce goût de l'autre. Plus que la vraie volonté d'aider, je crois il y a des gens qui viennent avec ceux qui ont fait toutes leurs études parce qu'ils veulent aider les autres. Alors aider, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein. Donc c'est toujours aussi difficile d'aider les gens, hein. Sans tomber un peu dans le misérabilisme. Il faut y prêter attention, ça faut vraiment y faire attention, mais d'abord et avant tout, la découverte, le goût de l'aventure, mais surtout d'aller connaître l'autre, quoi. Très bien. Eh bien, merci. J'espère que ça donnera envie à beaucoup de futurs humanitaires. Alors, on va passer à la partie questions-réponses d'échange avec vous tous. Donc, j'imagine qu'il y a déjà des questions qui ont été posées dans le chat. Donc, Anastasia, si tu peux nous en faire part. Et après, s'il y a des personnes qui souhaitent poser une question de vive voix, vous pouvez la poser. Vous avez un petit onglet qui vous permet de lever la main et comme ça, on vous donnera la parole. Il y a beaucoup de monde, il n'y a peut-être pas tout le monde qui pourra parler. Donc, on essaye de ne pas passer trop de temps sur chaque question pour qu'on puisse laisser l'opportunité à tout le monde d'avoir son petit temps d'échange. Oui, alors au niveau des questions qui ont été posées dans le chat, il y avait une question notamment par rapport au stage, s'il était possible de faire des stages sur le terrain. Alors,
Peu chez nous, mais peu, il y en a quelques-uns, mais peu chez nous sur le terrain. Beaucoup plus dans d'autres organisations. Et moi, j'ai un souvenir quand je travaillais pour l'organisation à Lima, dont je vous parlais tout à l'heure. Comme on était, alors Médecins sans frontières, je vais vous redonner une spécificité de Médecins sans frontières, qui est quand je parlais de ce 1,5 milliard d'euros, il est de l'argent vraiment de donateurs privés, à 97% aujourd'hui. Donc on a à peu près 6 millions de donateurs, c'est dans le monde entier, ce qui est une force pour l'action humanitaire. Vous pouvez imaginer d'avoir de l'argent qui a été donné par autant de personnes, c'est-à-dire qu'on a moins de directives, de fonds institutionnels à devoir. Mais je me rappelle pour beaucoup d'organisations qui ont des fonds institutionnels et moins de moyens que la nôtre, les stagiaires, souvent, ça leur permet une porte d'entrée sur tout ce qui va être ce que l'on doit, la redevabilité, tout ce qui est les rendus de compte qu'on devra faire aux bailleurs de fonds, donc la préparation des projets, la présentation des projets et des budgets, et les retours qu'on doit faire de ces projets et de ces budgets aux bailleurs de fonds. Et j'ai vu beaucoup de gens commencer comme ça et faire un long parcours après à Lima, donc c'est pas improbable, c'est assez rare chez nous. Et moi, je rajouterais une question. Est-ce que, donc tu parlais que vous valorisez 2 ans d'expérience professionnelle en amont. Est-ce que 2 ans d'expérience dans une alternance est valorisé au sein de MSF? Alors oui, tout à fait. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui sont parties sur de l'alternance au bout de 2 ans. Alors c'est vrai qu'on a des règles très strictes pour un certain nombre de professions, par exemple les infirmiers, les médecins. On tient vraiment à ce qu'ils aient eu une pratique. Après, ça dépend aussi un peu des périodes et des difficultés. Là, en ce moment, on essaie de recruter beaucoup de gens. On a une grande fatigue du Covid, comme tout le monde, et j'imagine tout le monde autour de cette table virtuelle. On est tous très fatigués de ce Covid, mais là, ça nous entraîne en fait de manquer de personnes. Donc, si vous êtes motivé en ce moment, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, malgré les difficultés que je vous ai dit. Et ça ne veut pas dire que tout le monde aura des postes, mais on commence à avoir des équipes qui ont fatigué, qui ne veulent pas repartir immédiatement. Et donc, on est vraiment à la recherche de beaucoup de personnes. Donc, oui, il y a des gens qui partent sur 2 ans d'alternance. Ce n'est pas la règle, hein. Très honnêtement, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je te dis en plus. Et là, je vous assure qu'il y a beaucoup plus d'autres ONG qui sont dans des plus grandes difficultés financières et un autre modèle financier que le nôtre, qui se permettent d'envoyer des stagiaires sur le terrain, même si ça peut être compliqué aussi pour des raisons de sécurité et administratives et autres. Anastasia, dans les autres questions que nous avons eues dans le chat. Il y a aussi des personnes qui lèvent la main, donc je pense qu'on va laisser prendre la parole. Je vois qu'il y a Audrey et Mélanie qui avaient une question notamment. N'hésitez pas à intervenir. Alors, il faut enlever votre micro, parce que sinon on ne vous entend pas. Oui, c'est mieux. Voilà. Bonjour. Du coup, c'est Audrey toute seule, c'est pas avec Mélanie. Juste pour faire court, moi j'ai un parcours non linéaire avec un petit passage dans le secteur humanitaire. Après, j'étais enseignante et je me suis toujours intéressée aux problématiques de sécurité internationale qui se posent en particulier dans les missions humanitaires. Et là, je fais de la réserve opérationnelle avec la gendarmerie. Donc, je côtoie en fait pas mal de militaires qui sont en fin de carrière assez tôt, en fait, à 40 ans, et justement qui s'interrogent sur justement une reconversion dans le civil avec des parcours du coup de personnes qui sont intervenues donc dans des zones sensibles à risque, qui ont du coup des compétences techniques aussi importantes. Et je voulais poser une question là-dessus. Est-ce que du coup, chez MSF en particulier, mais aussi pour les autres ONG, est-ce que vous recrutez aussi des anciens militaires, en particulier sur les postes de logisticiens ou de sécurité? Voilà. Alors, est-ce qu'on recrute proactivement parce que ces personnes, comme tu le dis très bien, sont intéressantes dans leurs compétences? Est-ce qu'on recrute proactivement des anciens militaires? Non. Est-ce que des anciens militaires ont été recrutés à Médecins sans frontières? Oui.
Il est vrai que, tu vois, par rapport à ce que tu disais, si c'est des gens ce qu'on appellerait des opérations, hein, des ex militaires, il se peut qu'on ait à discuter avec eux de où ils étaient en poste, ce qu'ils ont fait, évidemment, parce que te douter que ça pourrait poser un certain nombre de problèmes. Mais il n'y a pas de règle qui interdit à Médecins sans frontières, et moi, j'ai plusieurs collègues qui sont des anciens militaires et qui ont fait un parcours avec nous. D'accord. Donc, la présélection se fait, j'imagine, et c'est tout à fait logique, par Médecins sans frontières au niveau de la compatibilité en termes de valeurs et puis de vérification aussi au niveau antériorité, pour savoir voilà. Ce serait pas tellement en termes de valeurs, oui, on essaie de voir l'engagement, mais moi je trouve que les engagements ils sont divers et variés. Il faut pas trop vouloir, tu vois, décrire. On a des principes, oui, donc on espère que les gens vont y adhérer, mais on est tous des individus et donc l'engagement individuel il est très difficile. Donc c'est pas tellement ça, mais par contre ce que je disais sur les militaires, particulièrement un militaire qui part en OPEX, hein, évidemment il peut y avoir un risque, tu vois. Tout dépend de ce qu'il a été, s'il était en ligne de feu, je sais pas, tu vois, si c'est quelqu'un qui était à Serval dernièrement ou à Barkhane pour parler aujourd'hui de Barkhane et qu'on a un poste au Mali et qu'il a été en ligne de front au Mali, il est clair qu'on va sûrement se poser des questions si on l'enverrait ou pas aujourd'hui au Mali, quoi. Donc ça serait plutôt vraiment des choses aussi très pratiques pour la sécurité de la personne, pour la sécurité de nos équipes, quoi. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Théo aussi qui a levé la main. Oui, alors moi, ma question, c'est, je pense qu'on était plusieurs à se poser, de ce que j'ai vu dans le chat. Est-ce que nous sommes obligés, en fait, pour devenir responsable de mission, enfin coordinateur de projet, d'avoir fait déjà des missions plutôt techniques? C'est-à-dire, là, déjà, nous, en tant qu'étudiants de 3A, on est plutôt formés sur des aspects... il y a plein d'aspects, mais on n'est pas formé on n'est ni ingénieur, ni médecin, ni psychologue. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vouloir prétendre à devenir responsable sans être passé par ces aspects plutôt techniques? Non. Tout à fait, parce que tu vois, on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, on a plein de professions. Alors, si tu commences, par exemple, parce que au 3A, tu pourrais commencer, je te donne un exemple, c'est plus simple. Je prends un exemple d'un parcours. On a un poste aujourd'hui à Rutshuru, qui est au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. On travaille sur un hôpital, sur différents centres de santé. Il y a 300 employés. On va prendre quelqu'un qui a peu d'expérience encore, qui sera accompagné par d'autres avec plus d'expérience, et il va être administrateur du terrain. Donc là, typiquement, voilà, donc un poste d'administrateur du terrain. Et si on parlait de progression pour être le responsable à terme, c'est-à-dire qu'après, tu peux, t'intéresser particulièrement aux opérations quand tu es sur place, et c'est aussi une acquisition de savoir. Moi, j'ai vu des gens devenir après ce qu'on appellerait responsables de terrain. Donc, ça veut dire responsable de l'opération en règle générale, avec un tas de spécialistes à ses côtés. Il y aura des médecins, des infirmiers, des laborantins, des pharmaciens, mais lui, il va être le chef d'orchestre de tout ça. Après, il y a aussi des progressions qui pourraient être, tu commences comme administrateur sur un terrain, et puis après, il y a un terrain un peu plus complexe, parce qu'il y a plus de personnes, parce qu'il y a un montant financier plus important, parce que la sécurité est plus complexe, pour plein de raisons. Et tu progresses, et après, il y a des postes où tu deviens le responsable, ce qu'on appellera un coordinateur financier. Alors, il y a coordinateur financier, coordinateur financier et de ressources humaines. Je vois Kim qui sait bien de quoi je parle. Donc voilà, donc après, il y a des parcours qui se font au sein, un peu comme dans n'importe quelle entreprise, tu vois, où tu apprends un peu l'entreprise, et puis tu apprends aussi des choses, même si toi, tu es arrivé avec un bagage. Donc voilà, il y a plusieurs... Exactement ce que j'allais dire, comme dans n'importe quel type de structure, on démarre, on monte en compétences pour ensuite être sur des postes avec plus de responsabilités au fur et à mesure de nos expériences. Mais en tout cas, la porte, bien évidemment, n'est pas fermée à la sortie de vos études, bien au contraire.
Merci beaucoup Théo. Et je vous remercie. Tu es mute de nouveau, Kim. Pardon, je disais que dans les autres personnes qui ont levé la main, il y a Shafik. Alors. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, ça y est, oui, on vous entend. Très bien. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Moi, j'avais juste 2 remarques. Je ne suis pas un professionnel humanitaire, mais j'ai déjà fait des missions en Palestine et ailleurs, sur des terrains un peu complexes, même en crise, même de guerre. Et je me posais la question déjà de l'impact, parce que vous avez beaucoup parlé de l'engagement, et je comprends que les gens veuillent s'engager, etc. Mais la réalité, des fois, elle n'a rien à voir avec l'idée qu'on se donne des missions qu'on peut faire à l'étranger. Et j'entends beaucoup des discussions s'articuler autour du fait de valoriser nos expériences, etc. Et j'ai bien entendu qu'il y avait certaines personnes qui étaient quand même sur la question des valeurs. C'est comment est-ce qu'on imagine en fait, nos interventions par rapport aux gens et les terrains dans lesquels on intervient. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut aussi trouver du sens par rapport aux gens à qui on est censé apporter de l'aide. Et des fois, on oublie ça, en fait. C'est qu'on oublie les gens qui sont là-bas et des partenaires. Et j'ai beaucoup entendu, moi, quand j'étais sur le terrain, des personnes qui se plaignaient justement de l'humanitaire ou de personnes qui viennent monter des projets et qui les abandonnent parce qu'il n'y a pas de suivi ou ça foisonne avec beaucoup de bonne volonté, mais très rarement des gens qui s'inscrivent sur des temps longs. Donc ma question, elle tourne autour de l'impact actuellement de l'aide humanitaire ou des missions humanitaires sur les populations autochtones et les gens qu'on est censé donc aider, accompagner, et l'aide au développement aussi, où on en est, et puis surtout, voilà, ne pas oublier, et ça c'est la remarque que je fais, je me répète, que quand on s'engage auprès de personnes voilà, à l'étranger, il faut aussi comprendre qu'il faut qu'on leur apporte de l'aide et qu'on ne soit pas égocentré sur comment est-ce qu'on va valoriser nos actions. Voilà, c'est simplement ces remarques. Mais je salue quand même tout ce qui s'est dit parce qu'effectivement, c'est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup. Shafik, si je peux me permettre de réagir, même si ce n'est pas vraiment une question, enfin, c'est très large, hein, ça serait la discussion de la philosophie de l'action humanitaire, mais si je me permets de réagir, alors ce que je disais très clairement hein, quand on pose la question quel conseil, c'est d'abord avoir envie d'aller voir l'autre, quoi. Donc, tu vois, ça répond en partie à ce que toi, c'est évidemment, et la deuxième chose, c'est d'être très professionnel. Donc, oui, on n'est pas, c'est fini le temps du caritatif, c'est fini le temps de juste dire, c'est bien déjà, je donne un coup de main. Non, non, les gens, ils t'ont rien demandé, tu as raison et tu viens leur apporter à un moment donné. Alors, moi, je ne suis pas tellement dans l'action développement, on pourrait en parler, je ne crois pas au développement de la manière dont il existe, et je crois qu'il y a des développements, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui, ça serait une autre conférence pour vraiment aborder ces sujets-là en détail. Mais sur l'action humanitaire, oui, tu as une partie de l'action humanitaire qui est en échec, et chez nous aussi, et très régulièrement, il ne faut pas se le cacher, mais comme dans n'importe quelle action. Après, tu as bien raison. C'est avant tout avoir envie d'aller vers l'autre. Alors, comme je disais, là, on est plus ciblé sur des populations qui sont aujourd'hui autour des 3A et donc plutôt en France. Mais ce que je disais, d'abord, 90% des équipes de Médecins Sans Frontières, alors, ce ne sont pas que des employés, hein, ce sont des collaborateurs pour la plupart. Ils sont membres de l'association. Ce sont des personnes qui sont issues des pays dans lesquels on travaille, c'est des personnes qui sont chez eux. Donc ça, c'est une première chose, c'est les gens avec qui on travaille, le gros des équipes, c'est des équipes des lieux. Un mot sur le retrait, alors tu as raison, c'est vraiment très souvent des discussions qui ont lieu. Est-ce qu'on a bien prévu le temps de nos actions, le retrait? Alors, évidemment, quand tu te retires, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, et ça ne veut pas dire que tu es en échec, hein, tu ne peux pas le résumer à cela, mais ça fait vraiment partie des discussions au global dans l'action humanitaire, c'est quand est-ce, pourquoi on arrête. Alors après, il y a aussi la réflexion de l'action humanitaire d'urgence, qui est d'abord de rendre la possibilité à l'autre d'eux. Donc, ça veut dire que justement, tu n'es pas là pour toujours, parce qu'il est en très grande difficulté, il te demande, ou tu penses qu'il est en train de te demander, parce que tu as raison de soulever comment on rentre
en connexion avec les gens. C'est un coup de main pour pouvoir s'en sortir, donc oui, tu n'es pas là pour toujours non plus, quoi. Mais c'est des vraies questions très larges de l'action humanitaire, tu as raison, quoi. Merci Shafik. Nous avons la main levée aussi de Iris. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à la formation en fait pour travailler à Médecins sans frontières. Je vais prendre mon exemple, mais moi, je compte intégrer une licence professionnelle en fait humanitaire, la seule de France, et ils exigent d'avoir des expériences professionnelles à la suite de la licence professionnelle avant de rentrer en master. Donc moi, ma question était de savoir si Médecins sans frontières acceptait donc des candidats qui avaient à peine un bac plus 3, mais en professionnel, en licence professionnelle. Alors là, tu vas me piéger, je pense, sur cette question-là, parce que je ne suis pas sûr que je vais savoir. Peut-être que Kim, tu sais y répondre. Je dirais, alors attends, je vais te dire, licence professionnelle, ça veut dire, tu as une licence professionnelle en quoi? Donc c'est coopération et solidarité internationale, c'est la gestion de projets humanitaires. C'est savoir gérer des missions, gérer des équipes, intervenir sur le terrain aussi. Et il y a un stage et un mémoire obligatoire de 6 mois à la fin de la licence professionnelle. Donc moi, j'allais dire, Thierry, c'est des expériences qui peuvent se faire plus au siège de MSF que sur le terrain. Et c'est vrai qu'après, au siège, là, c'est dans le cadre d'un stage, hein, si j'ai bien compris, Iris. Effectivement, il y a des stages qui se font, mais au siège qui se situe à Paris. Et où là, il y a la possibilité... voilà, après, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de candidatures pour pas toujours énormément de postes. C'est vrai qu'il faut avoir à minima un niveau bac plus 3 et ensuite, voilà, bac plus 4, plus 5, mais ce n'est pas impossible en tout cas. D'accord, merci. Et comme on ne fait pas la publicité d'MSF, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'en tous les cas, il y a beaucoup plus de portes ouvertes sur ce type de parcours et de profil dans beaucoup d'autres organisations que la nôtre. D'accord. Solidarité, Action contre la faim, Alima dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup plus d'offres de ce type-là que chez nous. Ok, merci beaucoup. Merci Iris. Ouais, sinon, moi, si je peux ajouter quelque chose, c'était quelles sont les difficultés les plus fréquentes lorsqu'on travaille dans une ONG. Alors, les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit au niveau du siège ou aussi quand il y a des missions sur le terrain. Je réponds à ta question plus largement les problèmes rencontrés, parce qu'on parle des problèmes de sécurité. Alors, les difficultés les plus fréquentes qu'on peut rencontrer sur le terrain, et donc du coup, il y a forcément un lien avec la sécurité. Clairement, on voit bien que je vais faire une petite parenthèse sur la sécurité. On va rapprocher les deux questions avec l'histoire des métiers de la sécurité et la gestion de la sécurité. Alors, il n'y a pas vraiment de métier de la sécurité chez nous. On a quelques responsables de sécurité, mais c'est nous tous qui apprenons à gérer plus ou moins l'insécurité. Alors, l'insécurité est donc essayer de protéger nos équipes. Ça en passe avant tout par une bonne connaissance des zones dans lesquelles on travaille et des acteurs qui sont à l'œuvre, et particulièrement des acteurs armés, mais de tous les acteurs politiques, dont les acteurs armés. Hein. Il nous faut essayer de pouvoir négocier avec eux notre espace, ce qu'on appellerait l'espace humanitaire, donc notre capacité à nous rendre auprès des populations qu'ils ont en administration ou alors où ils vont interagir auprès de ces populations de manière plus ou moins violente. Donc il faut qu'on puisse utiliser notre espace de travail, notre capacité à aller évaluer nous-mêmes les problématiques que les personnes rencontrent, de pouvoir correspondre avec eux, et après de pouvoir assurer notre travail, c'est-à-dire des soins ou d'autres actions, sans risquer la vie de nos équipes, qu'elles soient nationales ou internationales.
Alors je disais malheureusement, il arrive que voilà, il y a toujours, on a toutes les années des incidents de sécurité graves. J'en citais un tout à l'heure avec l'Afghanistan, qui est sûrement une des choses les pires qui nous est arrivée depuis très longtemps, mais on n'a pas énormément de pertes, mais je ne vais pas vous cacher qu'il y en a, mais on n'a pas énormément de pertes, aussi parce qu'on s'autorise à se retirer. Quand on pense, particulièrement quand on n'arrive pas à négocier du tout avec les acteurs armés. Alors après, on a plein de mesures qui sont des mesures plus techniques, d'avoir des véhicules qui fonctionnent bien, d'avoir des radios, des moyens de communication, parfois des formes de bunkers pour se protéger par moments de combat aigus. Mais la première force, c'est celle-là. L'autre étant aussi on est mieux protégé par une population quand ils comprennent ce qu'on fait là. Donc si on rend un vrai service, si on les aide vraiment, ça ne veut pas dire que ça ne protège pas de groupes armés qui ne se préoccupent pas des populations. Beaucoup de groupes armés se préoccupent des populations. Ils vont vivre sur le dos des populations aussi, donc ils ont intérêt à y prêter attention. Mais parfois, pas du tout. Et après, parfois, on est ciblé. Si je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest en ce moment et du Sahel plus particulièrement, ou du Nigeria, on voit bien qu'un certain nombre de groupes transnationaux qui sont affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique ont une philosophie plutôt anti-européenne, donc anti-chrétien, anti-blanc, et quand on a des équipes, par exemple dans les équipes au Sahel aujourd'hui, on est obligé de pratiquement plus envoyer d'occidentaux dans les zones dans lesquelles on travaille, donc c'est des collègues plutôt, pour la plupart du temps, africains qui opèrent dans cette région. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas à risque aussi, mais nous, quand on y va, on les met eux à risque, nous à risque, mais aussi eux à plus grand risque aujourd'hui. Ça ne répond pas tout à fait à la question, c'était autour de la sécurité. Je pourrais répondre. Les autres problématiques, c'est évidemment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la plus grosse, hein, je pense, parce que c'est vraiment comment tu arrives à déployer ton action. Après, c'est des difficultés par moments techniques, de non-accessibilité pour de la logistique. C'est des problèmes aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, hein, énormes de montée en puissance de la qualité de soins intensifs en période de Covid dans des endroits. Je reprends la Centrafrique parce que j'en reviens. Il y a un ventilateur en Centrafrique et il y a un médecin anesthésiste en Centrafrique, sans parler des médecins que nous, on envoie. Donc, vous pouvez imaginer, heureusement, ils n'ont pas une grosse épidémie. Ils ont fait plusieurs vagues de Covid dans ce pays-là. Mais vous imaginez que s'il devait avoir une vague de Covid très forte, on serait bien incapable de pallier à la problématique, quoi. Merci Thierry. Alors on va terminer avec une note positive. Est-ce que tu peux partager avec nous un de tes meilleurs souvenirs ou un de tes meilleurs moments que tu aies pu vivre sur le terrain ou dans ta vie d'humanitaire? Oui, il y en a tellement, ça va être dur. Tu peux faire un choix là. Je vais prendre des exemples plutôt un peu larges Alors, je disais que le Covid, c'est une maladie un peu difficile même pour nous, mais il y a des maladies comme ça qui sont assez magiques aussi pour l'ego des soignants et pour l'ego des personnes qui travaillent autour. Et je vais citer le choléra parce que quand on parle du choléra, ça fait toujours un peu, on a l'impression de revenir plusieurs siècles en arrière, mais c'est vrai qu'il y a toujours pas mal d'épidémies de choléra. Et alors, le choléra, c'est quelque chose d'assez très gratifiant pour les soignants parce que moi, je l'ai vécu à plein de reprises. La dernière grosse épidémie de choléra, c'était en Haïti en 2010, où c'est des gens qui arrivent pratiquement morts-vivants parce qu'ils sont complètement déshydratés et donc vraiment amaigris. On dirait presque qu'ils sortent de la grande concentration. Et il suffira de quelques heures, parce que c'est très simple à soigner, hein, c'est de la réhydratation, donc soit par de l'eau et des sels de réhydratation qu'ils vont boire, ou quand c'est des cas trop graves en perfusion, on va pouvoir passer des dizaines de litres de perfusion parfois. Mais c'est des personnes qui arrivent pratiquement mort-vivantes et en quelques heures qui vont gambader, quoi. Alors ça, c'est vrai que c'est très très gratifiant pour les gens qui sont là.
C'est un peu la même chose avec des enfants, des gamins malnutris sévères qui arrivent dans Bernal fait très ski avec ses Attention aux micros qui ne sont pas coupés. s'il vous plaît. Voilà, je t'ai donné un exemple d'une belle histoire. Après, des histoires, j'en ai des, je peux imaginer des centaines. Merci beaucoup pour ce partage. Voilà, on arrive à l'heure de la fin. C'était très intéressant de pouvoir échanger avec toi, Thierry, avec ta vision d'expert, ton expérience, et merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi, Kim. Avec grand plaisir. Merci également à tous les participants. Si vous avez des questions par la suite, nous, on reste disponible, les équipes de 3A, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on a notre prochaine conférence de vision d'experts qui aura lieu dans 15 jours. Donc, au plaisir de vous retrouver aussi à ce moment-là. Thierry, bonne continuation, belle continuation aussi à MSF. Merci à vous tous. C'est dommage qu'on n'arrive pas vraiment à se voir. C'est toujours un peu. J'espère que la prochaine conférence, on la fera en vrai. Mais ça arrive. On y est presque. Allez, encore un peu de courage à nous tous. Encore un peu de courage à nous tous et on y est presque. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec des gens qui sont déjà dedans ou des gens qui ont envie de venir. Et puis, bon courage à tous qui vont avoir envie de faire de l'humanitaire. Merci beaucoup Thierry, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.